aujourd'hui pour parler de mon début d'année. Dans cette vidéo, on va aborder les coups de cœur que j'ai eu de janvier à juin, les déceptions et le seul et unique abandon que j'ai eu sur ces 6 mois. On commence tout de suite avec les coups de cœur. Je n'ai pas eu de coup de cœur jusqu'en mars. Et en mars, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid chez les éditions Hauteville. Dans ce livre-là, on suit une célébrité qui, à la fin de sa vie, décide de donner une interview pour parler des 7 personnes qui ont partagé sa vie. Cette célébrité-là est très particulière et en même temps, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi elle décide maintenant de donner une interview. On ne comprend pas forcément son but. Elle nous raconte sa vie dans les détails. Le voisin encore, mais c'est pas possible. Toujours quand je décide de filmer. Ce matin, il m'a réveillée à 9h du matin. Alors que je suis en vacances. Et accessoirement, je m'étais couchée à 3h du matin. Et ces 7 personnes lui ont tous apporté quelque chose de bien ou de mal. C'est les personnes qui lui ont permis de se construire, de faire d'elle la femme qu'elle est. Ce qui a fait que c'était un coup de cœur, c'est que déjà, tout le rythme est très... tout est très descriptif. Et à la fin, on se prend une espèce de revirement de situation auquel on s'attend pas. Rien ne nous avait prévenu pour arriver jusque-là. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis la larmichette à la fin quand même. J'ai un peu pleuré. Donc gros coup de cœur, je vous le recommande. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu est toujours en mars. J'ai lu Rose éternelle de Ophélie Duchemin. C'était une grosse surprise. Pour le coup, j'y allais sans vraiment d'attente. Je savais juste que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Grosse surprise. Parce que c'était pas simplement qu'une réécriture de La Belle et la Bête, c'était bien plus que ça. Alors dans cette histoire, on suit Méliane. Méliane, c'est une jeune fille qui fait partie d'une famille. Elle a un frère et des parents. Et puis, il se passe des événements tragiques qui l'emmènent sur la route. Elle va devoir faire face à des complots, à des trahisons, et elle se retrouve en essayant de fuir devant la mairie Lara. La mairie Lara, c'est quand même un gros mystère. On sait pas vraiment pourquoi c'est là, mais c'est important. Elle rencontre la bête. Ce qui fait que cette réécriture est différente, c'est l'univers qu'elle a créé autour, les trahisons, les complots. On sait jamais trop à qui se fier. Et c'est ça que j'ai adoré. L'histoire est prenante. On veut savoir si Méliane va réussir à s'en sortir. Et puis surtout, Méliane, c'est une héroïne. Enfin, c'est un personnage qui est très courageux, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est pas tel que dans La Belle et la Bête. Elle est courageuse, elle prend parfois des mauvaises décisions, mais elle va au bout de ses idées, elle se met en danger. Enfin vraiment, j'ai adoré la suivre vraiment. Elle m'a permis en fait de me plonger dans cette histoire à fond. J'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver et donc très vite en fait j'ai lu Les Murmures de l'Océan que j'ai un petit peu moins aimé, mais c'est Les Gardiens d'Uriel, je sais plus. Le nom est trop compliqué pour moi. Bon, bref, d'Ophélie Duchemin, et normalement il y a le 3e tome qui va pas tarder, il n'y a pas de date de sortie annoncée pour le moment, mais j'ai très hâte. Il devrait s'appeler Fil d'or et sur réponse, j'ai trop hâte. Ensuite, je vous parle de 2 coups de cœur en un. C'est le tome 1 et 2 de Nevernight, qui est ma saga chou de l'année. Il a été écrit par G. Christophe et je les ai là dans les versions poche de J'ai lu. Et clairement, ce livre-là, cette saga-là m'a retourné le cerveau. J'ai adoré l'univers. C'est peut-être même plus l'univers que j'ai aimé que les personnages et que l'histoire. Mais G. Christophe nous offre un monde qui est complet, auquel il rajoute même des détails, il fait des notes de bas de page qui font toute la page. Clairement, j'ai adoré cette saga. On suit Mia Corveret, qui est la fille d'un renégat. Sa famille va mourir d'une manière tragique et elle se retrouve toute seule parce qu'elle a été épargnée. Et elle rejoint l'Église Rouge, qui est une académie d'assassins, pour pouvoir se venger, pour arrêter d'errer sans but. Les 3 tomes sont complètement différents parce que, oui, entre-temps, j'ai lu le 3e parce que je l'attendais avec tellement d'impatience. Les intrigues sont différentes, on nous passe d'un endroit à l'autre, on suit Mia Corveret qui est parfois très agaçante. Elle veut faire des choses horribles et pourtant on arrive à lui donner un côté humain. Enfin vraiment, cette saga, si vous avez plus de 18 ans, foncez parce que c'est quand même de la dark fantasy. Donc voilà, il y a des scènes pour adultes, il y a des scènes de sang, il y a des scènes violentes, enfin bon bref. Mais vraiment si vous avez l'envie de vous lancer là-dedans, allez-y, j'ai adoré. Ensuite, en avril, j'ai fini une saga que j'ai aussi adorée, qui est La Faucheuse de Neil Chesterman, que j'ai là dans la version poche de Pocket Jeunesse. Dans ce livre-là, on se trouve dans un monde où la mortalité naturelle n'existe plus. À la place, il y a des faucheurs qui permettent de réguler la terre. Il y a encore le voisin. Sa putain de berceuse, non, berceuse. Je sais même pas si vous l'entendez parce qu'il est pas très
Il est pas très très proche, mais quand même. J'ai pas de chance, hein. Ça fait 2 vidéos que je filme en une semaine d'écart. Et à chaque fois, j'ai la perceuse. On va finir par s'imaginer que j'ai la perceuse tous les jours. Dans le premier tome, on suit en particulier Rowan et Citra, qui sont 2 jeunes qui sont choisis pour devenir faucheurs et ils n'en ont pas du tout l'envie. Le souci, c'est qu'à la fin, il n'y aura qu'un des 2 qui deviendra effectivement faucheur. À la base, le premier tome, c'est quand même une intrigue qui est très simple. Il y a des personnages qui se mettent en place, mais on sait pas vraiment trop pourquoi. Et en fait, je trouve que c'est une série qui se bonifie au fur et à mesure des tomes. Vraiment, le 3e est incroyable. Les personnages changent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe de petits adolescents à soit des personnes torturées, soit des personnes courageuses même. Et la force de cette saga, c'est justement les personnages. Parce que Neil Shatterman nous introduit des personnages assez vite et de manière un peu mystérieuse. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là, ceux-là. Et en fait, si on relit la saga depuis le début, on a des éléments pour comprendre ce qui va réellement se passer. Il nous saupoudre d'indices pour qu'on trouve effectivement à quoi ils vont servir. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que on a tous les éléments pour essayer de raccrocher les wagons et on ne voit rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Et au fur et à mesure des tomes, on découvre des choses de plus en plus complexes et l'intrigue est aussi de plus en plus complexe. Si vous l'avez pas encore découverte, c'est vraiment une saga jeunesse young adulte qui est vraiment top. Ensuite, en mai, j'ai lu Oser ses rêves de Elisabeth Lim chez Hachette Rose. Elisabeth Lim, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autrice de 6 couronnes écarlates qui a fait beaucoup parler de lui depuis un moment. Et elle fait aussi des Twisted Tales, elle en a écrit quelques-uns. Dans celui-ci, c'est celui qui est sur Cendrillon. Et la phrase d'accroche, c'est « Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?» Alors, si vous attendez à une Cendrillon qui ressemble à celui du Disney, c'est complètement différent. Elle est bien plus moderne. Dans celui-là, Cendrillon n'essaye pas la pantoufle de verre, donc tout le début de l'histoire, c'est le même que dans le Disney, mais au moment où elle doit essayer la pantoufle de verre, Cendrillon ne peut pas. Et au lieu de rester sous la coupe de sa belle-mère, elle décide de se mettre au service de la sœur du roi, qui est en visite au royaume à ce moment-là. Lorsqu'elle se promène dans le château, elle est témoin d'un complot contre le roi et le prince, et elle va tout faire pour essayer de déjouer les plans. Je l'ai adorée pour plusieurs raisons. Déjà, Cendrillon a été modernisée à la mort. C'est une jeune fille qui est courageuse, qui n'a pas froid aux yeux et qui décide de se sortir de sa misère. Je la trouve quand même admirable de passer d'une esclave en quelque sorte dans sa famille à la jeune femme qu'on en découvre dans ce livre. Ensuite, le complot est très bien mis en place, on ne sait pas trop à qui se fier. On essaie de mener l'enquête pour savoir qui est à l'origine de ce complot. Vraiment, il est super, c'est l'un des meilleurs Twisted Tales que j'ai lu. Ensuite, toujours en mai, j'ai lu une BD qui est pour moi un gros coup de cœur parce qu'il est très inspirant. C'est Madeleine Résistante, écrit par Berthaï Morvan et Rifo. Cette BD-là, je l'ai découvert au Festival de la BD d'Angoulême. Il y avait une expo entière sur elle et celui qui a recueilli toutes les informations parce que c'est une femme qui a réellement existé, qui a donc été résistante et journaliste de guerre. Cette femme, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, cette femme a vécu tout ça et elle est toujours en vie actuellement et je trouve ça formidable. Dans celui-ci, on la suit durant son enfance et durant la guerre. La Seconde Guerre mondiale, moi, c'est une période qui me fascine. J'ai lu énormément de livres sur cette période-là et je continuerai d'en lire parce que j'adore ça. Je sais pas pourquoi cette période me fascine autant, mais je la trouve tellement intéressante. Et là, on nous montre une femme qui s'est battue pour elle, qui s'est battue pour les autres, qui s'est battue pour les droits de la femme, pour se faire reconnaître. Elle a une vie incroyable et à l'heure actuelle, elle est toujours là. C'est ça que je trouve fou. Donc les dessins sont colorisés en bleu. Tout le livre est comme ça et donne un aspect très froid. C'est pas forcément le style de base, mais l'histoire est tellement inspirante et tellement incroyable que franchement ça ne m'a pas du tout gênée. J'ai hâte d'en savoir plus. En fait, à chaque fois que ça sort sous format de carnet. Donc il y a 3 carnets qui donnent une BD. Donc ça c'est le tome 1, les 3 premiers carnets sont sortis à donner la BD numéro 1. Les 3 suivants sont sortis, mais la BD numéro 2 n'est pas encore sortie. Mais elle va pas tarder, je crois que j'ai vu la date de sortie passer, j'ai trop hâte. Et dès que je la sors, je me saute dessus. Non, je saute dessus.
Et dès qu'elle sort, je saute dessus. Et enfin, le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était en juin. C'est le 4e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley que j'ai ici dans l'édition Livre de poche. Dans le tome 1, on se trouve à un moment de l'histoire où le père adoptif meurt et laisse à ses filles des coordonnées géographiques et une lettre pour retrouver leurs racines. Dans chaque tome, on suit une sœur. Elles sont 6, il y a 8 tomes en tout. Le dernier n'est pas encore sorti en livre de poche, mais bon, j'en suis qu'au 4e actuellement, donc c'est pas très grave. Je pense que d'ici à ce que j'arrive au 7e, il aura eu le temps de sortir en poche. Dans le premier, on suit Maya, dans le second, on suit Ali, et dans celui-là, on suit Star. C'est la sœur la plus discrète, qui a du mal à parler, qui a du mal à s'affirmer, qui est très bonne à l'école, et qui est toujours en binôme avec la 4e sœur qui est Sissi. Celui-ci, je l'ai adoré. Donc les 2 premiers ont été des excellentes lectures, mais celui-là a été un coup de cœur. Dans chaque tome, donc on suit une sœur, et il y a aussi une partie qui se trouve au présent et une partie qui se trouve au passé pour essayer de remonter suffisamment loin pour qu'elles connaissent leurs racines. La partie qui est au passé se trouve au début du XXe siècle. On est dans un monde un peu mondain et je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment la vibe chronique de Bridgerton. Ce que j'ai trouvé beau, c'est que Star se transforme en cherchant sa famille. Elle passe d'une femme très discrète à quelqu'un qui s'affirme, qui essaye de prendre son envol, de profiter de sa vie. Et je trouve ça très très beau en fait. Je l'ai tellement aimé qu'en fait j'ai pas les mots. Je sais pas pourquoi celui-là en particulier. Je sais que je me suis un peu identifiée dans Star. Alors je sais pas si c'est ça, ou si c'est la vibe chronique de Bridgerton, ou si c'est les mains tendues qui ont été mis en place, je sais pas. J'ai pas les mots, mais ça a été un énorme coup de cœur. On passe aux déceptions, et j'en ai eu 3 grosses. La première, ça a été le 3e tome des Mondes des Williams de Pierre Bottero, que j'ai là dans les éditions Rajo. C'est une saga que j'ai lue tard. Normalement, c'est une saga jeunesse qui est sortie il y a très longtemps, qu'on est censé découvrir durant son enfance. Et moi, je suis passée au travers. Et j'ai vu énormément de gens en parler et adorer, notamment Lucie a lu, Rêve ta vie au lecteur. Donc j'ai commencé par les 4 des Williams. J'ai pas trop accroché, c'était trop jeunesse pour moi. Les Mondes des Williams, le premier j'ai bien accroché, le deuxième c'était en dents de scie et le 3e ça a été une horreur. J'arrive pas à m'attacher au personnage. Et oui, là j'arrive pas à m'y attacher. Salim c'est pareil. Je comprends pas l'engouement dessus. Alors à la base je l'ai lu essentiellement pour Elana, donc au final je voulais lire les 2 premiers pour bien comprendre Elana. Je l'ai lu en février-mars je crois. Et j'ai les 3 tomes d'Elana dans ma palle et pourtant j'ai pas commencé. En fait ça m'a tellement dégoûtée que j'ai pas envie de commencer Elana, j'ai peur que ce soit pareil. Donc moi j'ai pas du tout le coup de cœur que la majorité des gens ont eu, voilà, ça l'a pas fait pour moi. Ensuite ma deuxième déception ça a été Magic Charlie tome 2 de Audrey Alouette. J'ai adoré le tome 1, ça a été une excellente lecture, vraiment à la limite du coup de cœur. J'ai vraiment adoré les vibes un peu Harry Potter, un peu découverte de la magie, le système de magie est super intéressant, etc. Mais le 2e tome, je sais pas pourquoi, ça a fait un espèce de flop monumental. Je comprends pas en fait comment j'ai pu passer d'une excellente lecture à détester le 2e. Je me suis ennuyée tout le long du 2e. Je sais pas. J'en sais rien. Pourtant, le mystère est toujours entier. Après, on sait un peu plus ce qu'on recherche. Je l'ai pas fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je me suis pas attachée, je me suis pas réattachée au personnage. Peut-être que j'ai mis trop de temps à sortir le 2e, je sais pas. En tout cas, il y a eu un souci, c'est pas passé. Le 3e livre qui a été une déception, c'est... Alors, et là, je vais être pareil, à contre-courant. C'est Red, White and Royal Blue de Cassie McKinston, que j'ai lu en anglais. Dans ce livre-là, on suit le fils de la présidente des États-Unis et le prince du Royaume-Uni qui se détestent et leurs familles vont décider pour les médias de les réunir pour qu'ils fassent semblant. Sauf que ils vont devenir plus que des amis. Évidemment, c'est une romance MM. Enfin, MM ça veut dire homme-homme, qui aurait pu être très mignonne. Je me suis dit ça peut être super sympa. Et puis en fait c'est la romance la plus prévisible que j'ai lue, la romance contemporaine la plus prévisible que j'ai lue. Vraiment, je n'étais surprise nulle part. J'ai eu l'impression qu'ils se tournaient autour, même si les enjeux sont importants parce que c'est des personnages publics. Voilà, je sais pas, ça l'a pas fait, c'est trop prévisible, trop
Trop, un coup je te fuis, un coup c'est moi qui te fuis, un coup je galère plus. La seule scène que j'ai vraiment appréciée, c'est une scène à la fin de la grand-mère du prince. Et vraiment, elle, la grand-mère, kiki sur elle, cœur, la totale papillon, paillettes, je l'ai adorée. Puis la fin, bah, on s'y attendait tous quoi, pas surprise. Celui-là à bannir. Et alors le seul et unique abandon que j'ai eu, et je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est une autrice que tout le monde adore, j'ai abandonné Vengeful de V. Schwab. C'est le deuxième tome de Vicious. On suit à la base deux amis qui souhaitent obtenir des pouvoirs magiques, sauf qu'on peut les obtenir qu'en frôlant la mort, ou en étant mort et en étant réanimé. Et ils font des expériences de manière à ce que chacun d'entre eux obtienne des pouvoirs. Et parmi tout ça, il y a la petite amie de l'un des deux, et c'est un personnage important qui va avoir une incidence sur la suite de l'histoire. Le premier tome, je l'avais adoré, je l'avais trouvé très mystérieux, j'avais adoré la vibe de qui se passait un coup passé, un coup les personnages changeaient d'un chapitre à l'autre, enfin vraiment un roman choral vraiment super sympa. Le système de magie était vraiment cool. Mais le deuxième, j'ai mis énormément de temps parce que j'ai lu Vicious à sa sortie, donc ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 3, 4 ans. Pas si longtemps. Je sais pas, en vrai j'en sais rien. Et j'ai lu Vengeful là que cette année, donc il y a peut-être trop de temps qui se sont passés entre les deux, mais mes souvenirs étaient assez frais. Parce que là par exemple je ne suis pas allée relire le chapitre et pourtant je suis capable d'en parler. Donc le premier tome m'a marqué, mais le deuxième, non le deuxième ça l'a pas fait, j'ai abandonné je crois à 65%. Donc j'ai quand même persévéré, je m'étais dit c'est quand même un énorme coup de cœur le premier et tout, persévère. Ça va peut-être te plaire vers la fin, etc. Parce qu'en fait, j'ai juste l'impression que c'est une guéguerre contre... Enfin, ça dénonce justement ce système de magie-là, qu'ils peuvent être dangereux, qu'il y a une supériorité par rapport à ceux qui ont des pouvoirs magiques par rapport à ceux qui n'en ont pas. Mais celui qui essaye de les éradiquer n'est pas mieux. Il y en a un qui se croit supérieur aux autres, l'autre qui veut essayer de l'assassiner. Non, j'étais perdue. Non, vraiment, ça a été une catastrophe hein, pour moi. Puis parmi tout ça, il y a une protagoniste qui apparaît dans la fin du top 1 et qui continue de suivre et que je trouve bête comme ses pieds. Enfin, un peu, en fait, manipulatrice, qui sait qu'elle est belle, mais qui est complètement bête en fait. Bref, ça n'a pas fait du tout pour moi. Et j'ai été très déçue du coup parce que de V. Schwab, j'ai lu la saga Shades of Magic. Et en fait, au plus, il y a Threads of Power là, qui se va sortir bientôt, je suis trop contente. Parce que c'est dans le même univers, bref, aparté. Elle en a sorti plein d'autres dans ma pile à lire il y a longtemps. Il y a... Oh, comment il s'appelle? Celui avec la couverture où c'est griffé. Le deuxième, c'est The Duet quelque chose. Bon, vous voyez peut-être de quoi je parle, mais là tout de suite ça ne me revient pas. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. Si jamais c'est le cas, merci de laisser un pouce ou de vous abonner ou de commenter. Parce que les premiers abonnés c'est quand même les plus durs à avoir. Et si on fait marcher un peu l'algorithme, ça me permettra d'être un peu plus visible aux yeux des personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas tombées sur mes comptes et voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok sous le nom Malou Enchanté tout attaché, le même que sur YouTube. En tout cas, moi, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.